Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Petite prévia habituelle, veille de match face à Séville au Santiago Bernabéu demain 16h15. 16h15 et on est voilà, petit bug, c'est pas très grave, on continue, hein, on garde le côté naturel. Ça commence à être compliqué là, vivement les fêtes de Noël. On est avec notre correspondant à Madrid, Guillaume Pomade, qui était à Valdebebas comme à son habitude. Veille de match, comment ça va Guillaume? Moi, ça va très bien, comme une belle journée de décembre à Madrid. Et toi, comment ça va, Victor? Ah, comme une belle journée de merde à Paris où il pleut comme d'hab. Sur ça, on mène pas la même vie. Écoute, beaucoup de choses ont été dites par Carlo Ancelotti en conférence de presse. Tu as pu voir aussi l'entraînement. C'est quoi l'état du groupe actuel, avec notamment des déclarations du coach italien sur David Alaba et Ferland Mendy. Je fais rapidement l'état du groupe, je reviendrai sur les déclarations ensuite. Ferland Mendy, de retour à l'entraînement présent. Il a récupéré, il est disponible pour demain. Voilà les mots de Carlo Ancelotti. Vinicius Junior, absent de l'entraînement. Il a eu un jour de repos et il est même déjà parti en vacances, si je dis pas de bêtises, parce que, il est suspendu, hein, pour accumulation de cartons jaunes contre le Séville FC. Ensuite, les absents, du coup, Militao et Carbaral également, hein, comme d'habitude. Alaba, présent à l'entraînement. Et une déclaration de Carlo Ancelotti qui clairement donne les bornes de son retour à la compétition. Il s'entraîne pour l'instant en partie. Il sera de retour avec le groupe à 100% dans l'entraînement collectif le 30 décembre et il sera disponible, il a dit, je pense, à la mi-janvier, donc pour faire son retour sur les pelouses. Donc voilà la timeline du retour de David Alaba et l'état actuel du groupe. À noter également la présence de Jacobo Ramon qui est de retour. Ça fait un mois et demi, 2 mois quasiment qu'on l'a pas vu pour une blessure musculaire qui a beaucoup traîné. Il y a eu une rechute et tout ça. Ça fait quasiment 3 mois finalement qu'il n'a pas joué. Et retour à l'entraînement donc, de Jacobo Ramon, également. Il y a eu, pour être complet sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti, il y a eu des déclats intéressants sur les latéraux et sur Kylian Mbappé. Je vais commencer par Kylian Mbappé, c'est la plus courte, car Ancelotti a tout simplement dit qu'il pense que son adaptation est terminée. Alors bien sûr, il peut toujours progresser, bien sûr, il y a toujours des petits détails, mais que la phase d'adaptation de Kylian Mbappé est terminée. Il a également indiqué qu'il avait bien récupéré de sa petite, blessure qu'il avait contractée contre l'Atalanta et qu'il avait fait rater le match contre le Le Rayo. Rayo. Et donc, sur les latéraux, au-delà du retour de Ferland Mendy, les deux latéraux, Lucas Vasquez et Ferland Mendy, selon Carlo Ancelotti, se sont très bien comportés dernièrement. Ils ont joué beaucoup de matchs, apporté leur contribution à l'équipe. Il a dit, je n'ai pas l'intention de faire entrer, Federico Valverde, sauf en cas d'urgence. Et en ce moment, nous essayons Asensio, dont les caractéristiques font qu'il peut jouer à ce poste-là, même si son profil est plus défensif qu'offensif. Je crois qu'il mentionne pas Fran Garcia, mais je pense que c'est quand même sous-entendu de dire que voilà, les postes latéraux sont, lui, ont été bien couverts dernièrement. On peut en discuter si tu veux, Victor. Personnellement, je suis pas trop d'accord, je pense que toi non plus. Non, je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Bref, si, écoute, il se contente des performances actuelles, notamment de Lucas Vasquez, parce que Fran Garcia, il y a du bien et du moins bien, mais qui peut aussi passer sur le banc des accusés, un Fran, quand même, sur les récents gros matchs, et que Federico Valverde n'est pas une option, c'est dommage, mais je comprends le pragmatisme du coach italien de vouloir garder son équilibre au milieu de terrain et d'avoir un mec qui dévore en permanence l'espace offensivement et défensivement dans la zone axiale. Je pense que ça fait quand même beaucoup de bien au Real, donc je peux comprendre. Et Asensio arrière droit, je suis pas du tout un grand fan. Voilà, de mettre un jeune joueur dans ces conditions, à un poste qu'il connaît pas très bien, aux caractéristiques, il a l'air d'avoir pas le ballon qui lui brûle les pieds, ça oui, mais j'ai du mal à le voir débouler couloir droit et d'aider un peu. Après, bon, je pense qu'Ancelotti va se reposer uniquement sur Rodrigo, Vini, Bellingham, Mbappé pour créer offensivement. Encore une fois, l'animation offensive va être limitée. Bref, on n'est pas là pour cracher notre venin, mais on va peut-être pouvoir en discuter un peu sur le match de demain, d'ailleurs, sur la prévia globale. Avant ça, parce qu'on arrive quand même à la période de Noël, fin d'année, tout ça, il y a eu un petit bilan de fait, je crois, par le coach italien avec le meilleur et le pire moment en 2024. C'est ça, je vais faire un petit point sur ces déclarations de cette conférence de presse de fin d'année, entre guillemets. Il a dit, c'était une année fantastique, inoubliable, mais qu'il pense qu'on peut, il a dit, je pense qu'on peut la reproduire. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est le moment qui nous a rendu le plus heureux. Le pire moment, c'est sans doute notre défaite, contre le Barça 4-0 au Bernabéu. Ensuite, il a rajouté qu'il demandait à Papa Noël que les critiques cessent dans la presse. Et après, il a dit que c'était une blague, qu'il les acceptait. Ensuite, la question lui a été demandée, vu que c'était la 113e conférence de presse, de l'année, à Valdebebas. Et il a dit, j'aime les conférences de presse, c'est la réalité. Environ 10% des questions sont un peu désagréables, mais en général, on passe un très bon moment. Après, imaginez sur 1000 questions par an, il y en a quand même quelques-unes de désagréables, mais je pense que oui, globalement, on passe un bon moment ensemble. Et enfin, il a donné une note à l'année 2024. Il a mis un A, tenu compte des difficultés qu'ils ont rencontrées. Malgré tout, le Real Madrid a remporté 5 titres. L'année prochaine, l'objectif sera le même, rivaliser, se battre et gagner la Ligue des Champions, encore une fois. Je pense qu'on réalise pas encore la saison 23-24 du Real Madrid, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est l'une des meilleures saisons du 21e siècle du Real Madrid et même
j'irai plus loin, une des meilleures saisons, tout club confondu au 21e siècle. Je la rentre facile dans un top 10 parce que le Real n'a perdu que 2 matchs, hein, mes amis, contre la même équipe. A battu Manchester City, considéré comme la meilleure équipe du monde, a éliminé le Bayern aussi en Ligue des Champions. Bref, moi je Et trouve que cette équipe, on en parlera sûrement plus tard. le degré de difficulté est immense. Moi, c'est surtout ça. Parce que c'est pas l'équipe la plus dominante de l'histoire, c'est pas l'équipe la plus impressionnante de l'histoire, même si elle a des qualités, notamment dans les moments où ça compte et dans les deux surfaces qui sont incroyables. Ah oui, Mais oui, oui, oui. ça oui, c'est l'une des meilleures de l'histoire sur ça. Mais tu sais, dans le Mhm. jeu purement et dans le fait de l'aspect domination, par exemple, qu'une grande équipe qui perd que 2 matchs dans l'année, c'est pas celle qui me vient la première en tête sur le 21e siècle. Par contre, ce qui est impressionnant, moi, c'est la résilience et l'adaptation et surtout le degré de difficulté auquel a dû faire face Ancelotti comme les joueurs. T'as tellement de blessés, t'as tellement de choses qui ne vont pas, d'adaptation, de réinvent, même de se réinventer avant la saison aussi avec la perte de Benzema et l'arrivée de Bellingham. Moi, c'est vrai que en tout cas en termes de coaching, d'un point de vue purement coach, cette saison-là d'Ancelotti, pour moi, c'est parmi les meilleures Management, de la ouais, part ouais. en termes de management au XXIe siècle et celle du Real aussi, bien sûr, parce qu'il y a, comme tu l'as dit, 2 défaites, doublé, enfin, Liga, Ligue des Champions, Supercoupe et triplé. Et non, c'est très très haut et je pense que le temps va nous faire apprécier cette saison-là, notamment parce que voilà, Puis c'est une t'as charnière l'éclosion, Nacho-Rudiger, quoi. Enfin, c'est. ouais, l'éclosion Bellingham, Vini et Toni Kroos, un récital de 50 matchs sur la saison. Non, moi je suis Dani Carvajal qui est extraordinaire. Bref, il y a tellement de choses. Rodrigo aussi, pour voilà, Federico Valverde, c'est l'éclosion très haut niveau définitivement. Thibaut Courtois qui fait une finale qui revient. Il y a même pas Thibaut Courtois, les gars. Et Non, on commence la saison avec Kepa dans les buts. non, mais Enfin, c'est voilà, fou. quoi. Mais C'est on très y fort et ça peut reviendra. être Je pense qu'on aussi. y reviendra. Dans tous les cas, c'est un Et ça sujet peut être un de fin motif d'année, hein. encourageant. Ça peut être un motif encourageant parce qu'au début de saison 23-24, on n'était pas. Le Real perd pas comme ils ont perdu, certes, cette année, mais on n'était pas en mode bon, on va faire une saison historique, hein. Bah, Moi, t'as la j'ai des défaite souvenirs. à l'Atlético, hein. Après cette défaite-là, tout le monde se dit, bon, ils ont pris les points sur le début de saison en marquant à la dernière seconde, Mhm. sans nécessairement avoir la manière. Et la défaite, ils sont complètement surmenés au Wanda. Il y a quand même beaucoup de monde qui se dit, déjà à ce moment-là, tu vois, Et puis même, il y avait plein de modes offensivement. C'était la galère avec Bellingham qui met des buts à la dernière minute pour sauver et marquer les points du Real. En Ligue des Champions, qu'un peu compliqué le début, tout ça. Non, non. Voilà, ça peut être un motif encourageant pour cette saison 24-25. Écoute, je te propose qu'on se concentre un peu désormais sur la rencontre face à Séville, 11e de Liga, 6 victoires, 4 nuls, 7 défaites, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont sur une dynamique, ils ont battu le Celta lors de la dernière journée, mais ils ont surtout eu un match de fou face à l'Atlético il y a une semaine, 10 jours, où ça se finit en 4-3 pour les Colchoneros, alors qu'ils menaient 3-1. Enfin, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Euh, c'est une équipe qui fait pas forcément peur au Real Madrid, je pense, qui est clairement en reconstruction, voilà, qui essaye de lutter pour son maintien, enfin pour son maintien, pour redorer son blason, on va dire, avec les dernières années un peu ratées de Séville, même si en Ligue Europa, ils ont toujours réussi à faire quelque chose. Est-ce qu'on a une composition probable qui se dessine du côté du Real Madrid pour affronter les Sévillans? pas de Vinicius Junior. Et pour la petite anecdote, Davide Ancelotti a disposé des dossards en 4-4-2 sur le terrain d'à côté de là où ils font le taureau. Alors c'est très marrant de dire ça parce que ça veut sans doute rien dire, mais c'est quand même très drôle parce qu'il a vraiment disposé sur un demi-terrain des dossards, mais vraiment comme le 4-4-2 que vous imaginez bien à Mhm. plat. Donc, est-ce que c'est le moindre indice pour la composition d'équipe de demain? On va peut-être pas s'avancer jusque-là. En tout cas, il y a un choix clairement à faire entre le 4-4-2 à plat qu'on connaît finalement dernièrement, surtout quand il y a eu les absences soit de Rodrigo, soit de Vinicius, soit d'Mbappé sur les derniers matchs, ou le 4-3-3 habituel. Donc dans ce cas-là, avec un Brahim titulaire, j'imagine, pour le coup, dans la hiérarchie, ce serait lui, logiquement. Donc soit il y aura un 4-3-3 avec Brahim titulaire et au milieu de terrain, je pense, Valverde, Bellingham, Camavinga, soit un quatrième milieu de terrain, donc ça se joue entre Ceballos et Modric. Donc là, en fait, il y a un 11, je pense, qui est écrit et une place qui se joue entre Ceballos, Modric et Brahim. Et du coup, ça peut changer le système. Et en défense, je pense quand même que ce sera Fran à voir s'il a envie de donner ce match-là à Ferland Mendy. On sait que c'est un joueur qui est pas nécessairement le plus solide physiquement. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure Avant idée les là. Ça fêtes fait et deux tout. semaines. Mhm. C'est le dernier match avant les fêtes. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment de autant de lui donner du temps de jeu totalement, lui donner une demi-heure, le faire démarrer le match peut-être pas. Après, il faut voir. C'est la seule interrogation en défensif pour le coup. Vasquez, Tchouaméni et Rudiger pour le reste de la défense et Courtois dans les buts. Ça normalement ça bouge pas. Alors moi, j'ai un vrai débat, et je pense que c'est le débat central, sachant que Vinicius est suspendu. Rodrigo ou Mbappé pourraient être plus occupés ce côté gauche.
J'ai envie un peu de dire quand même que ça dépend aussi si tu as Brahim ou si tu as un milieu de terrain supplémentaire. Dans le sens où pour moi, si tu Mais dans les as... deux cas, il y a quelqu'un qui va occuper cette place à gauche, hein. Ouais, ouais. Bah, quand ils sont à deux devant, ça peut vraiment beaucoup, ça peut plus intervertir que s'ils sont à trois, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que ça va Mhm. être resté très libre, très intervertir. Pour le coup, bah, je vais me baser sur les mots d'Ancelotti. Il y a une question sur l'animation offensive. Il a dit, je ne veux pas donner, en parlant des quatre, donc de Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, il a dit, je ne veux pas donner de position fixe aux quatre. Je veux qu'ils aient de la mobilité, de la liberté. Et il a dit où Kylian doit s'améliorer, c'est dans la continuité. Donc c'est pas nécessairement une question de placement, de dézonage ou quoi. Et il veut vraiment que les joueurs soient très libres. Il a dit que Mbappé à gauche est venu ça dans l'axe, ça avait bien marché dernièrement. Là pour le coup Vinicius c'est pas là. Mais je pense qu'on va avoir un positionnement très libre. Mais si c'est un 4-3-3 avec Brahim, je pense que Brahim va lui quand même avoir un positionnement moins libre et quand même plus cantonné à la droite. Mais entre Vini et entre Rodrigo pardon, et Mbappé, moi je pense vraiment que ça va. J'ai du mal à te dire qui va être là parce que je pense que les deux vont tout le match. Ouais, alors que ça soit une alternance, oui. Je pense que Rodrigo va avoir un peu plus, va un peu plus occuper l'half space gauche. Naturellement, il va beaucoup plus. En fait, ça peut être un match aussi un bon indicateur pour voir la présence que va prendre Rodrigo sur ce match avec Kylian Mbappé, parce qu'on sait contre le Rayo, lui était seul aligné au départ du match avec Mbappé blessé et Vini sur le banc. Là, j'ai hâte de voir la collaboration Rodrigo-Mbappé sans avoir Vini entre guillemets dans l'équation. On va voir qui va prendre le plus sa dimension naturelle, couloir gauche, repiqué dans l'axe, combiné dans les petits espaces. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être un axe très intéressant. Et on surveillera l'arrière droit de Séville, Juanlu, qui est, soi-disant, selon certaines rumeurs des médias espagnols, surveillé un peu de loin par le Real Madrid, un profil apprécié. Donc, lui aussi, on gardera un œil, voir ce que ça vaut. Et dernier match en carrière de Jesus Navas aussi, il faut le mentionner. Il a des problèmes de dos et il prend sa retraite en milieu de saison. Il a fait ses adieux au Sánchez Pizjuán la semaine dernière. Et là, il fera ses adieux au monde du football au Bernabéu. Écoute, merci Guillaume. Je pense qu'on a fait le tour. Petit pronostic, et évidemment, j'ai failli oublier avant de partir. Bah écoute, Modric a marqué les deux dernières saisons au Bernabéu contre Séville. Quel but l'année dernière? Donc, quel but au passage l'année dernière, bien sûr, victoire 1-0, victoire 2-1 il y a 2 ans, des matchs assez accrochés, toujours. Il y a une vraie rivalité entre le Real Madrid et Sevilla. J'ai eu la chance d'en faire un au Pizjuán, et je peux vous dire qu'il y a une vraie rivalité entre les deux et que Le Sevilla 3-2 là. Le Ouais, 3-2 qui donne le le titre en fameux plus. 3-2 du titre, hein. Pour le coup, c'est peut-être l'un des plus beaux 2-0, matchs que j'ai 3-2. vu de ma vie au stade, hein. C'était quelque chose. Mais il y a une vraie rivalité et on le sent, surtout du côté de Séville, où pour le coup, il y a une vraie haine et une vraie attente de ce match contre le Real Madrid. Ça s'est fini par un but d'écart les deux dernières années. Même pas mal de matchs se sont finis avec un but d'écart entre les deux équipes. Donc je pense que Modric, je sais quoi, je garde. Modric continue de marcher sur le contre Séville et il donne la victoire 2-1. Le Real, un match accroché, difficile. Je pense que Séville va mettre son costume au Bernabéu et que ça va être un match plus serré, peut-être que ce à quoi on peut s'attendre. Et Modric en sauveur, parce que il l'a fait deux fois, pourquoi pas trois. Les bulles, les bulles. Et les joueurs ont la Oh, tête à Noël, partons à Noël, etc. partons en vacances, c'est bon. Voilà, je sens le match pourri. Je vous le dis, je sens le match pourri. Je sens le Real Madrid qui, malheureusement, va pas réussir à. Est-ce que, je sais pas si vous avez le souvenir du Real Madrid Rayo Vallecano l'année dernière. Ça fait 0-0 au Bernabéu. Je vous parie le scénario similaire. C'était pas exactement la même période de l'année. C'était un peu plus tôt en Mais décembre, plutôt. je crois. Peut-être même novembre, fin novembre. Mais je sais pas pourquoi il y a une vibe. Voilà, c'est le match. Vini suspendu. Il est même parti en vacances. Je vous ai dit, attention, les trucs de carton jaune comme ça des joueurs généralement. Voilà. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas un mauvais feeling dans le sens où ça va être, on va perdre ou autre. J'ai un feeling dans le sens où je pense que les joueurs, ils veulent juste aller fêter Noël. Et puis il y en a qui sont cramés aussi, hein. Il n'y a pas que l'aspect d'avoir la tête à Noël, je pense qu'il y a aussi l'aspect d'avoir Évidemment. le physique dans les chaussettes. Merci à toi Guillaume, et Merci. puis abonnez-vous, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de ce match-là, le pronostic, puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao! Salut à tous.